PS. Puisque les tueurs sexuels ne changent pas leur mode opératoire ou ne peuvent pas le faire par nature, je ne changerai pas le mien. Mes mots de code seront les ligoter, les torturer, les tuer, BTK. Vous voyez, il est à nouveau en moi et ils seront sur la prochaine victime. Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va s'attaquer, mais que dis-je, à un monument quand on parle des tueurs en série, parce que je pense qu'on a fait assez d'épisodes sur les disparitions pour pouvoir en changer un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de BTK pour Bind, Torture and Kill, ligoter, torturer et tuer. Et rien que ce mot, rien que ce nom de code laisse envisager toutes les horreurs que cet homme a pu faire. Donc sans plus tarder, il est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. Basically, I was a normal person. That was part of my, I guess my what's called fantasy. Missing from this morning. She's 8 months pregnant. My gun was under the seat. Alors, pour vous faire un petit trailer de BTK, c'est un homme qui a tué 10 victimes, qui les a épiées pendant des semaines chez eux, qui avait des fantasmes sadomasochistes, qui dessinait des croquis très très morbides de ses victimes. Donc globalement, rien que ça, c'est une bonne petite recette pour un serial killer qui fait bien peur. Alors le 25 février 2005, le fameux BTK, un homme qu'on recherche activement dans le pays depuis son dernier crime 14 ans plus tôt, est enfin arrêté. Mais avant de savoir un petit peu plus sur son procès, sur son arrestation, etc., voyons d'abord qui est BTK. Alors, on connaît BTK sous la forme BTK, mais on le connaît un petit peu moins sous le nom de Dennis Rader, qui est pourtant le véritable visage de ce tueur. Et on va un peu s'intéresser à son enfance, à son parcours dans un premier temps. Alors, il est né dans une famille modeste en 1945, son père était un ancien militaire, sa famille globalement était assez religieuse, et au début, rien ne laissait penser qu'il allait devenir comme ça en fait, limite. C'était un garçon super gentil, un peu timide, un peu discret, mais il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant parce que la plupart du temps, quand on s'intéresse à l'enfance des serial killers, on voit généralement que c'était des enfants avec des passés très traumatiques, parfois maltraités, dans des cadres très stricts ou très religieux. Mais là, il y avait vraiment rien de tout ça, rien ne laissait envisager, ne laissait prévoir qu'il allait dériver de cette façon. Mais parce qu'il y a toujours un mais, il va commencer assez tôt à présenter des signes de comportement relativement anormal chez un enfant, notamment des signes d'une vie fantasmatique. Il a également un ami imaginaire, Rex, et même si c'est cool d'avoir des amis imaginaires, là il fait plutôt référence à cet ami comme étant davantage un démon. À 7-8 ans, il commence à dessiner des croquis de femmes nues, bâillonnées, attachées, vraiment symbole du bondage, etc. Alors au début on se dit, bon, il a dû piocher, reproduire ce qu'il a vu par exemple dans des magazines style Playboy, etc. Mais on va vite se rendre compte qu'il commence à trouver un petit peu un plaisir très sadique. Par exemple, chez ses grands-parents, il adore quand il tue les poulets, parce que vraiment il adore voir la mort, etc. Et ensuite, et là vraiment on se dit bon ok, le mec va un petit peu mal partir, il va commencer à torturer des chats ou des chiens abandonnés, surtout en fait les pendre notamment dans une grange, et il trouve vraiment son plaisir dans l'agonie que ces animaux peuvent avoir. Et il va trouver une forme de jouissance sexuelle qu'il n'a jamais eue dans cette forme-là de torture. Et petit à petit, alors déjà qu'on se dit que c'est pas bon du tout, il va en plus de ça développer une forme de fétichisme et va commencer à voler les sous-vêtements de sa mère pour soit les porter lui, pour se mettre en scène avec. Par exemple en 2005, quand justement on l'a arrêté, on a retrouvé chez lui des photos de lui mises en scène. Et en fait, il trouve un plaisir très très important dans le fait de se pendre à moitié et de se masturber en même temps, parce que pour lui, privation d'oxygène plus bondage plus masturbation, alors lui,
ça déculpe ses sensations, c'est un truc de malade. Et ensuite, bon, ça se tasse un petit peu pendant son adolescence, ou alors peut-être qu'on n'a pas forcément de source, d'exemples d'autres événements comme cela, mais globalement ça a l'air de se tasser un petit peu. Et même si ça le branche pas forcément, il va continuer dans la tradition militaire et il va faire son service militaire. On pense bien entendu que il ne va absolument pas se priver pour aller dans les bordels et sympathiser, on va dire, avec les prostituées là-bas. Et ensuite, il rentre à la maison, il retourne chez ses parents en 1970, il se marie avec une secrétaire, il devient électrotechnicien et même, et ça m'a beaucoup fait rire, il commence à suivre des cours de criminologie également, donc sans doute que ses professeurs étaient ravis de savoir qu'un de leurs élèves était en fait le véritable cas qu'ils étaient en train d'expliquer en cours, qu'il était un tueur en série. Et on pense que vraiment le point de non-retour, c'est à partir de 1973 à peu près. Il commence à suivre des femmes dans la rue. Toute sa vie fantasmatique commence à prendre le dessus sur sa vie sexuelle. Et sa potentielle première victime, vous allez comprendre pourquoi après je dis potentielle, en fait il va la suivre pendant des jours, des semaines, noter toutes ses habitudes, à quelle heure elle rentre, à quelle heure elle part, qui vient à la maison, etc., etc. Et un soir il se décide enfin d'entrer en action, donc il va creuser une tombe dans un terrain à côté, tout près comme ça, il aura juste à balancer le corps dedans, ni vu ni connu. Il l'attend à l'extérieur, un petit peu caché dans son jardin, et en fait cette femme a du retard sur son planning. Elle arrive en retard chez elle et un peu frustrée, il va devoir rentrer chez lui pour ne pas éveiller les soupçons de sa propre femme. Donc ça aurait pu être la première victime de BTK. Fort heureusement pour elle, elle a peut-être eu un contretemps ou quelque chose comme ça, mais heureusement dans ces cas-là. Et les premières victimes, et là quand même, bon, c'est bien concret, bien réel, là il n'y a pas de hypothétiquement, ça aurait pu être les premiers. Il s'agit de la famille Otero en janvier 1974. Alors au début, BTK va repérer la femme dans la rue, puis sa fille. Il va pareil noter toutes leurs habitudes, il va vraiment observer leurs allées et venues de façon très très intense. Il note tout dans un petit carnet, il va même nommer l'opération Project Little Mex en référence plutôt aux origines hispaniques de la famille. Et en fait, il va vraiment fantasmer sur donc Joséphine, la plus jeune de la famille, et pour lui ça va vraiment être le Graal de cette opération. Le 15 janvier 1974, il arrive relativement tôt chez les Otero. Il va couper la ligne téléphonique et en fait, il pense qu'il n'y a que la mère et la fille à l'intérieur. Il va voir Joseph Junior qui a 9 ans, donc le fils, rentrer de sa balade avec le chien. Et là, en fait, il va le menacer d'une arme et lui demander de rentrer. Et là, surprise, en fait, dans la maison, il y a encore le père qui était un ancien militaire et Denis pensait qu'il était déjà parti. Alors avec son arme, il va menacer tout le monde, leur demander d'être par terre et en fait il va se faire passer pour un cambrioleur qu'on est en train de rechercher et il va tous les conduire dans la chambre parentale. Là il va les lier, les attacher et en fait pour lui c'est vraiment le père qu'il faut tuer en premier parce que pour lui c'est vraiment le plus dangereux. Donc avec un sac en plastique il va tenter une première fois de l'étouffer mais le père se débat, il réussit à déchirer le plastique avec ses dents. Donc là, BTK commence à devenir un petit peu frustré, donc il prend un t-shirt et un autre sac plastique. Et là, enfin, le père meurt asphyxié. Étant donné que les enfants commençaient à crier et parce qu'ils ne voulaient pas non plus alerter les voisins, il va étrangler de façon très rapide la mère avec une cordelette. Il va faire pareil pour le fils et ça va être vraiment Joséphine, encore une fois, la plus jeune, qui est vraiment le Graal pour lui, c'est sa mission première. Donc les autres, c'est vraiment juste des victimes collatérales. Et là, petit frisson. Il conduit Joséphine à la cave, il va lui attacher les pieds et il va surtout la pendre à un tuyau d'égout. Et en fait, pendant qu'elle agonise, il va lui retirer son pantalon et sa culotte et il va commencer à se masturber devant elle alors que elle est à 2 doigts de la mort.
Alors bien entendu, ça va provoquer une vague d'horreur, d'indignation, de choc dans la communauté de Wichita, mais également partout dans le pays. Et en fait, la police a vraiment pas beaucoup de pistes sur le coup. Donc vraiment, Dennis, il se dit, je suis bien loin d'être inquiété. Donc il est plutôt tranquille. Il est tranquille, mais il est narcissique. Et en fait, il va commencer à écrire à la machine à écrire le récit de ce premier meurtre. La deuxième victime, il s'agit de Catherine Bright en avril 1974. Donc là, on voit qu'il commence déjà à avoir une cadence quand même assez régulière dans ses meurtres. Sûrement se dit-il, je veux absolument recommencer. Cette fois-ci, il va utiliser le nom de code Projet Lumière Éteinte pour cette opération-là. Donc pareil, il va la suivre pendant des semaines, noter ses emplois du temps pendant des semaines, etc. Et en fait, pour brouiller un petit peu les pistes, pour éviter que la police pense que c'est un tueur en série, il va changer de calibre d'arme et il va décider de prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison pour pouvoir ligoter et tuer la famille. Cette fois-ci, pourtant, il va attendre à l'intérieur de l'appartement et en attendant, il va commencer à respirer ses sous-vêtements. Donc déjà, on se dit « wow !» Du calme, ça va bien se passer. Et en fait, chose qu'il n'avait pas prévue. Donc là, quand même, si on fait un petit peu un bilan, malgré le fait qu'il les suive pendant des semaines et des semaines, il n'avait pas prévu le père dans la famille Otero. Et là, il ne va pas prévoir que Catherine rentre avec son frère Kevin. Et ça le dérange quand même très fortement qu'il y ait une présence masculine avec eux. Donc, il va pareil se faire passer pour un cambrioleur. Il va demander à Kevin de ligoter Catherine et il va vouloir s'occuper de Kevin relativement rapidement. Donc au début, il commence à l'étrangler avec des bas, avec des collants. Mais Kevin se débat énormément, du coup BTK, pour un peu le calmer, va commencer à tirer 2 balles à bout portant, dont l'une qui va toucher sa mâchoire. Donc là il se dit tranquille, il est hors d'état de nuire et il va pouvoir s'occuper de la sœur, donc de Catherine, qui là aussi il va commencer à l'étrangler lentement avec un collant. Seulement Kevin en fait n'est pas mort, il n'est absolument pas hors d'état de nuire, il commence de nouveau à bouger et là de nouveau Dennis est plus que frustré, il n'a pas réussi à faire tout ça comme il faut. Du coup, ce qu'il fait, c'est que il va prendre un couteau et il va poignarder 11 fois Catherine. Donc peut-être que là encore, c'était un petit peu pour brouiller les pistes. Il va ensuite s'enfuir de la maison. Kevin va le poursuivre avant d'appeler les secours. Et en fait, une fois remis de ses émotions, on va dire, parce que lui est en vie, mais sa sœur malheureusement non, il va réussir à décrire l'assassin, parce que bien entendu, le jeune homme Dennis n'avait absolument pas de cagoule sur lui. Et du coup, la police va interroger plus de 800 hommes blancs à Wichita. Mais il faut savoir que Dennis ne va être ni inquiété, ni convoqué pour ces interrogatoires. Alors depuis le début, vous avez remarqué, je parle de Dennis comme BTK, mais son nom BTK n'est pas venu tout de suite. En fait, courant 1974, la police pense avoir arrêté le tueur, qui était en fait un déséquilibré à tendance zoophile, et ils vont dire un peu partout dans la presse, voilà, on l'a arrêté, etc. Mais Dennis, comme on va pas se mentir, pas mal de tueurs en série quand même, et fou de rage parce que pour lui il faut vraiment que les crimes ça vienne de lui, qu'il veut être reconnu par la police et il a quand même beaucoup de tendances narcissiques. Du coup il va prendre sa plus belle lettre, il va taper à la machine à écrire, d'ailleurs bourré de fautes ces lettres, en disant que c'est lui, il va revendiquer les crimes de la famille Otero et le crime de Catherine Bright, et en fait il va décrire avec une extrême précision le positionnement des corps, des indices que seule la police pouvait connaître et même les objets qu'il avait volés aux victimes avant de partir. Alors il explique qu'en fait c'est une sorte de monstre à l'intérieur de lui qui l'oblige à tuer, et à la fin de sa lettre, et c'est d'ailleurs l'extrait que je vous avais lu en tout début de vidéo, il va dire qu'il ne compte pas changer de mode opératoire, tout comme les criminels sexuels ne changent pas de mode opératoire. Donc lui ça va rester le même, BTK, bind, torture and kill, ligoter, torturer et tuer, et il va faire ça à chaque fois. Ensuite, il se tasse un petit peu et à partir de 1977, il va y avoir une nouvelle série de crimes.
Alors je vais aller un petit peu plus vite. Au début, il y a Shirley Vian qui est une femme célibataire avec 3 enfants en bas âge. Pareil, il attache, il étouffe avec un sac en plastique, il va se masturber sur sa culotte et en fait ça va être le cri des enfants qui l'avaient enfermé dans la salle de bain qui vont l'obliger à partir et quitter les lieux précipitamment. Ensuite, il y a Nancy Fox, le projet Queue de renard en référence à la chevelure rousse de la serveuse. Là encore, il va se jeter directement sur elle en l'attendant chez elle. Et en fait, il va lui dire en gros qu'il comptait la violer, la torturer et que si elle se laissait faire, peut-être qu'elle aurait la vie sauve. En réalité, il va la menotter, il va la ligoter, il va prendre des photos d'elle, serrer une ceinture autour de sa gorge et la serrer, la desserrer pour la laisser un petit peu agoniser, se masturber sur sa culotte alors qu'il était dans une de ses robes de chambre d'ailleurs. Et ensuite, de 1985 à 1991, il va commettre 3 autres meurtres dont, pour une fois, c'est plutôt sur des femmes âgées. Et il va continuer à correspondre avec la police jusqu'en 1991. Et puis après, à partir de là, voilà, stop, plus de crimes, plus de correspondance, on ne sait pas trop ce qu'il se passe, on pense que lui a commencé une nouvelle étape de sa vie ou peut-être qu'il n'avait pas forcément le besoin, il ne ressentait pas cette envie pressante de tuer. En 2004, il y a un journal qui va commencer à faire une série d'articles sur BTK en supposant en fait qu'il est mort parce que s'il était encore en vie, il y aurait eu d'autres crimes. Et là, Dennis quand même, il a pas oublié tout son petit passé criminel, on va dire. Donc là encore, il veut absolument montrer à la police que non, il est encore là. Du coup, il va envoyer de nouveau des lettres, envoyer les objets volés qu'il avait justement subtilisés dans la maison de ses voisins, et en fait au point même que sa fille commençait tout doucement à le suspecter comme quoi son père serait peut-être l'homme qu'on recherche depuis tout ce temps. Seulement, il va commettre une erreur. En fait, il va communiquer à la police une disquette avec des photos de ses crimes dessus. Le problème, c'est que cette disquette, elle a été écrite à partir d'un ordinateur de l'église dans lequel il a un membre relativement influent. Donc même si Denis avait fait promettre à la police de ne pas essayer de remonter jusqu'à lui, forcément que cette demande n'est absolument pas respectée, que les policiers vont se jeter vraiment sur cet indice, pouvoir remonter jusqu'à lui de façon très évidente, on va dire. Et du coup, il va être arrêté le 25 février 2005. Alors, lors de son procès, bien entendu, il va être reconnu coupable des 10 meurtres, notamment parce qu'on a retrouvé du sperme sur certaines des scènes de crime, que ça colle parfaitement. En fait, il va être condamné à 10 peines de prison à perpétuité. Et il n'est pas condamné à la peine capitale, donc la peine de mort, parce qu'en fait, dans le Kansas, la peine de mort a été rétablie qu'à partir de 1994, étant donné que tous ces crimes ont eu lieu avant cette date-là, ça ne s'applique pas du coup pour lui, du coup ça va être juste 10 peines de prison à perpétuité, et en fait, il pourra demander une libération conditionnelle en 2180, donc en fait il aura 235 ans, donc autant vous dire qu'il va passer sa vie en prison à croupir là-bas. Et pour le petit point pop culture, il est très très connu quand même dans la pop culture, justement quand je vous dis on s'attaque à un monument, ce n'est vraiment pas pour rire, il y a eu pas mal de films sur lui, il y a eu BTK, tiré de son nom du coup, en 2008. Il y a eu également Couple modèle qui va s'inspirer de son mode opératoire, de la vie secrète qu'il avait. Question série, et là je ne jure que par elle depuis le début de cette chaîne YouTube, il s'agit de Mindhunter. D'ailleurs j'attends absolument la saison 3 parce que vers la fin de la saison 2 on commence à donner des indices comme quoi on va traiter de BTK comme nouveau sujet, mais on ne le dit jamais réellement. Il y a également dans les séries Esprit criminel, il y a eu également des livres écrits par Stephen King, notamment Monsieur Mercedes ou encore Nuit noire, étoile noire, qui est un recueil de nouvelles. Et enfin, comme groupe de musique, il y a beaucoup de groupes de métal qui se sont inspirés de son nom, entre autres Suffocation, Suicide Commando ou Exodus.
Du coup voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre tueur en série vous aimeriez bien voir prochainement sur cette chaîne. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi jusqu'ici, un grand merci de votre soutien sur cette chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et puis bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!